Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture tout simplement. J'en ai 3 là qui vont arriver, donc c'est pour ça qu'il y en aura un aujourd'hui, un dimanche et un dimanche d'après ou jeudi d'après, je sais pas encore parce que du coup savoir si j'entrecale une vidéo entre les deux quand même pour vous laisser respirer un petit peu. Bref, on va d'abord commencer par un chant avec le Duc des Mers de Eliskova chez Big Bang et ensuite on verra Les Microsaures, le tome 1, le secret des dinosaures de Pénélope Lessis chez Albin Michel. Je vous propose qu'on aille tout de suite, c'est parti! On commence avec un chant avec le Duc des Mers de Eliskova chez Big Bang. Ce livre s'inscrit dans une saga un petit peu plus large de... en fait, c'est des tomes compagnons à chaque fois. Il s'inscrit dans la saga Married to Magic, donc de la même autrice, hein, bien entendu. En gros, pour vous expliquer grosso modo, vous avez une espèce de carte comme ça avec plein de peuples, vous avez les elfes, les failles, les vampires, etc. Et en fait à chaque tome, vous avez une zone qui est cachée par la brume et vous le découvrez à chaque tome. C'est assez drôle parce que du coup je vais pouvoir vous le mettre en perspective avec le tome 1 parce que je viens de finir ma relecture du tome 1 hier, donc voilà, c'est assez frais dans ma tête. Du coup ici nous allons suivre Elisabeth qui s'est mariée à un homme qui était gardien de phare. Très peu intéressant comme information, mais je vous la donne. Elle a vécu dans la manipulation mentale, dans l'abus, voilà, c'était une relation abusive. Et un soir, alors qu'elle tente de fuir en barque, en fait, elle va se faire attaquer par des sirènes. S'il y avait un phare, c'est tout simplement pour alerter les navires des sirènes. Elle va se faire attaquer par une sirène et elle va tomber sur un triton qui lui propose un pacte. Il va la sauver uniquement si dans 5 ans, sa vie sera sienne, en fait, tout simplement. Donc, Elisabeth, vous allez comprendre pourquoi je confonds, Elisabeth va décider de prendre cette chance, la vie lui redonne une chance après ces années de galère. Elle va donc se faire passer pour morte auprès de son mari, elle va changer de vie, elle va maintenant s'appeler Victoria, elle va enfin retrouver sa famille, puisque du coup, il l'avait coupée de tout, même de sa famille. Et donc elle va prendre les 5 ans qui lui restent pour se refaire une vie. On la retrouve 4 ans et demi plus tard, elle est devenue une très grande navigatrice, etc. Elle vient de divorcer, sauf que son divorce lui a coûté énormément d'argent. Et pour ça, en fait, il faut qu'elle fasse une dernière expédition qui est très très bien payée, parce que les expéditions en mer, c'est hyper dangereux à cause des sirènes. Et donc il faut qu'elle fasse une dernière expédition pour pouvoir régler ses dettes et parce qu'elle sait aussi qu'au bout d'un moment elle va venir, enfin le prince Triton va revenir et va lui demander sa vie, donc il faut qu'elle aide ses parents en fait. Et pendant cette traversée, elle va se refaire attaquer par des sirènes et le Triton vient la voir et lui dit c'est l'heure, maintenant il faut partir. Alors elle lui en veut beaucoup parce qu'elle lui dit mais pourquoi tu m'as enlevé les 6 mois qui me restaient. Il lui dit bah t'allais mourir en fait, donc j'avais pas le choix que de t'enlever les 6 mois qui restaient. Et il va lui apprendre que du coup sa vie maintenant va être dédiée à devenir un sacrifice pour un dieu un petit peu oublié. Ce dieu là en fait c'est lui qui crée les attaques de sirènes. Les sirènes se font infester par une maladie qui enlève leur âme tout simplement, et donc les rend des créatures assoiffées de sang, enfin voilà, elles ont plus d'âme, c'est plus les personnes qu'on a connues avant, c'est juste des monstres en fait tout simplement. Et ils essayent par tous les moyens depuis des années de sacrifier des gens pour ce dieu-là, en se demandant en fait quel sacrifice allait marcher, etc. Et il faut savoir que pour réaliser ce sacrifice, la personne désignée va devoir perdre tout contact avec le monde, que ce soit le monde des sirènes ou le monde des humains. Et en fait, elle va être, je sais pas si vous voyez sur la couverture, marquée par des espèces de tatouages. Et un tatouage lui coûte un souvenir et à la fin, ce sera plus qu'une coquille vide. Et donc, elle va se retrouver, Victoria, en face de Ilris. Voilà, c'est un peu dur à dire. Très dur à dire même. Et en fait, elle va devoir ne pas tomber amoureuse de lui alors qu'ils sont vraiment attirés comme des aimants l'un par l'autre. Il y a aussi une histoire où il y a des espèces d'âmes, de partenaires en fait chez les sirènes, et donc on se doute un peu que peut-être eux sont partenaires et que du coup c'est assez compliqué à gérer. Et donc voilà, on va les suivre en fait dans leur combat pour leurs sentiments parce qu'ils savent qu'ils ont une date de péremption et surtout ils savent que pour que le sacrifice réussisse, il faut que Victoria se détache complètement de ses attaches. Donc comment dire que tomber amoureux c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Bref, je vous dis pas comment ça finit parce que c'est quand même un livre assez long, assez dense en termes d'intrigue, etc. que j'ai beaucoup aimé. Voilà, on commence la vie comme ça, j'ai surkiffé ce livre. Comme d'habitude, on va faire univers, personnage, intrigue. Vous le savez, c'est ma manière de faire les résumés pour que ce soit bien clair et bien cadré parce que j'ai tendance à partir en couille. Ce que j'adore dans cette saga, c'est qu'à chaque fois, on va être dans un univers différent. Dans l'ordre chronologique, c'est les elfes, les faées, les vampires et ici les sirènes. Et je crois que celui d'après, j'ai oublié le nom de la bestiole, mais il y en a un encore en anglais. D'ailleurs, parce que celui-là est sorti fin novembre en français, donc voilà.
il est assez récent. J'adore le fait que malgré cette diversité d'univers, on va dire, en fait, ils sont tous reliés par une seule et même histoire. Déjà, de une, c'est hyper intéressant de voir comment a été créé le Mythscape. C'est en gros par rapport au monde humain. Je crois qu'il a pas de nom. Hein. Le Mythscape, c'est le monde des créatures magiques, en fait, et on apprend beaucoup plus dans le tome 1, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des tomes, ça se précise. Dans le tome 1, on apprend comment est né le Mythscape et comment est née la barrière qui s'appelle l'orée, qui évite aux monstres, en fait, aux créatures surnaturelles d'aller s'attaquer aux humains, parce qu'il y a eu une guerre, etc. Et on apprend dans le tome 1, ce qui est assez drôle, qu'en fait, il y a des trous dans cette barrière et qu'il y a des attaques de vampires et des attaques de sirènes. Ce sont deux choses que l'on voit dans le tome 4 et le tome 3. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de tout remettre en perspective, en fait, à partir du tome 1, sachant que j'ai lu quasiment la saga au complet, et du coup, je recommence parce que j'adore cette saga et j'adore la relire en plus de ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'à l'époque ça m'avait pas sauté aux yeux parce que je pensais pas qu'il y avait d'autres tomes en fait. Quand le premier tome est sorti en français, je me suis pas renseignée savoir s'il y en avait d'autres. Et du coup, je trouve ça génial parce qu'elle crée des univers absolument fabuleux. Là par exemple, vous allez avoir énormément de coutumes autour des sirènes, énormément de mythologie, mais cette mythologie se recoupe toujours, mais je dis bien toujours, avec celle qu'on a vue dans les tomes précédents. Et c'est hyper intéressant parce que du coup elle crée vraiment des petites cultures, 4, 5, du coup il y en a 5, et en fait à chaque fois c'est des univers super denses qui nous perdent jamais parce qu'en fait c'est toujours une humaine qui débarque dans le monde magique et donc à qui on va expliquer qu'est-ce que c'est le monde magique parce qu'elle ne connaît pas, et vu qu'on est dans son point de vue, bah du coup on comprend le monde magique à travers ses yeux, et c'est super intéressant et c'est en ça que c'est quand même relativement bien fait. Et du coup j'adore ces univers par leur variété, par leur abondance, hein, tout simplement, c'est vraiment super intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait que tous les tomes se recoupent, ça c'est vraiment génial. En termes de personnages, parce que honnêtement l'univers, je peux pas trop vous spoiler non plus, donc voilà, on passe. En termes de personnages, j'ai adoré le personnage de Victoria, c'est de moins en moins rare, il faut l'avouer, mais à une époque, je détestais les personnages féminins dans les romances, parce qu'il y avait vraiment une ère, une époque où en fait, faire des personnages féminins creux, c'était trop bien. Je trouve ça ridicule parce que clairement il y a tellement de façons de développer un personnage féminin que voilà. On est sur une femme forte, elle a réussi à s'échapper d'une relation abusive qui a failli la tuer moralement, hein, clairement. Elle a réussi à changer de vie, elle se laisse jamais marcher sur les pieds, elle fait en sorte de toujours être très bienveillante, elle est très ouverte d'esprit en fait quand elle comprend que les sirènes, c'est pas eux qui décident d'attaquer les gens. Je vous explique pas dans la globalité, mais en gros, ce n'est pas un choix des sirènes d'aller attaquer, c'est les sirènes qui sont infestées, qui vont attaquer les humains. Les autres, ils sont là en mode, les humains, on s'en bat la race. Enfin, vraiment, on en a rien à faire de vous attaquer ou pas. Et quand on lui explique les tenants et les aboutissants de son rôle, elle est prête à se sacrifier, clairement, parce que, il y a aussi un truc où elle s'est un petit peu... Elle s'attendait au bout de 5 ans à ce que sa vie soit reprise, donc même si c'est que 4 ans et demi, ok, elle va sacrifier sa vie pour sauver ce monde parce qu'il y a des choses dans ce monde qui l'ont touchée et c'est un très très beau personnage. Non, je vais pas trouver de défaut pour le coup, même si elle est très marquée par une relation avec un homme, c'est le premier homme qu'elle a eu dans sa vie et c'est pas le dernier, mais voilà, c'est le seul et unique qu'elle a eu dans sa vie. Et elle arrive quand même à se réouvrir au duc sirène, on va dire. Elle arrive quand même à refaire confiance et de manière très très naturelle, c'est-à-dire qu'il y a du questionnement, mais il n'y a pas non plus des freins. Les freins viennent plus du fait qu'elle va être sacrifiée et que donc ils peuvent pas s'attacher et que voilà, ils ne peuvent pas s'attacher tout simplement. J'ai adoré aussi le personnage de Ylris, vraiment le couple, la fusion entre les deux était juste incroyable. Vraiment, il y a un moment donné où on sent qu'il y a des sentiments amoureux derrière, mais ils sont juste amis en fait, tout simplement. Et Ylris, c'est un peu l'homme, l'ami parfait, clairement. Il veut la rassurer, il lui fait des compliments tout le temps, il veut la protéger à tout prix, il supporte pas qu'on la touche ou qu'on s'en prenne à elle, il a des compliments mais d'une sincérité, enfin on voit que c'est... On sent la sincérité parce que c'est vraiment des choses très précises, etc. Et en fait, ils vont tomber amoureux malheureusement. Je vais pas vous spoiler la suite parce que quand même ce serait beaucoup spoiler que de dire ce qui se passe après ça. Mais voilà, on va voir se développer la romance. C'est une romance toute mignonne, c'est un slow burn et en plus de ça c'est un peu romance interdite parce qu'ils sont pas censés s'aimer et tout le monde les surveille pour faire en sorte qu'ils ne s'aiment pas en plus de ça. Et il y a un truc que j'adore aussi chez Eliskova, c'est qu'en fait dans cette saga elle a une capacité à créer des espèces de huis clos. Elle trouve toujours une raison en fait pour faire en sorte qu'il y ait que 3 ou 4 personnages secondaires qui gravitent autour d'eux et qui du coup créent un noyau très solide parce qu'elle commence pas à s'épancher dans des milliards de descriptions de personnages. On est vraiment sur un noyau, là c'est encore le cas, on a notre noyau. Gros coup de cœur sur, alors attendez, je cherche son nom, Lucia, qui est la sœur de Ylris. Et sur les divinités qu'on entreaperçoit en fait, on va voir des divinités dans ce tome-là. Vraiment, elles ont une profondeur qui est
vraiment incroyable et qui a encore plus ajouté de la profondeur du coup au livre. Donc voilà, en termes de personnages, j'ai adoré et j'aime toujours cet aspect de huis clos que l'autrice crée pour faire en sorte d'avoir un noyau solide autour de plein de personnages secondaires. J'ai beaucoup aimé l'intrigue malgré le fait que moi c'est pas ma tasse de thé, les relations qui ont une date de péremption. Ça me frustre énormément, même si je me doute de la fin. Et là, c'était un peu le cas aussi dans Impact avec le roi elfe. Je vous en reparlerai en point lecture très vite. Mais les relations avec une date de péremption, j'ai tendance à y aller vraiment à reculons presque. Parce que je me dis, oh, fait chier quoi, ils avaient l'air heureux ensemble et tout, c'est super dommage, franchement. Mais c'est vrai que ça rajoute un truc à l'intrigue où en fait ça me tient en haleine de se dire, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont réussir à s'aimer? Est-ce que non? Qu'est-ce qui va merder? Qu'est-ce qui va bien aller? Enfin voilà. Ça nous garde quand même en haleine, donc j'ai eu du mal au début, c'est vrai. Je l'ai lâché un très long moment dans la lecture, en fait, j'ai lu autre chose à côté. Parce que je voulais pas finir le roman, j'arrivais au moment fatidique où même eux commençaient à dire ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et du coup, je sais pas, ça m'a bloquée. Et donc, j'ai pas réussi à avancer, mais bon, ça va mieux, hein, je l'ai fini du coup. Et honnêtement, bon, ça valait le coup de le finir. Au-delà de la romance en elle-même, l'intrigue autour, c'est-à-dire ces sacrifices qu'ils font parce qu'ils pensent avoir compris ce que veut le dieu. Et en fait, on va se rendre compte, c'est ça que j'adore chez Liskova, c'est qu'en fait, l'héroïne va venir choper un coin du voile qu'il y a sur le monde et va venir le tirer pour tous les autres. Et en fait, elle va venir révéler ce qu'il y a sous le voile, les faux semblants, les préjugés, les légendes qui ont en fait été modifiées et qui ne vont pas du tout. Et en fait, c'est pas du tout ça que le dieu veut, c'est pas du tout ça qui s'est passé dans la mythologie, etc. C'est toujours une histoire comme ça où en fait l'héroïne va venir juste attraper un petit coin de voile pour lever tout le voile sur toute la situation et tout l'univers et venir en fait montrer à tous les personnages qui vivent dans l'univers depuis leur naissance. J'ai eu une coupure parce que j'avais plus de batterie, bref, on s'en fout. Je vous disais donc que ce qui était hyper intéressant, c'est qu'en fait, l'héroïne, elle remettait en doute tout ce qu'on connaissait sur cet univers parce qu'elle a découvert par un tout petit truc, vraiment juste en tirant, je vous dis, un petit coin de quelque chose, elle découvre en fait tous les rouages de l'univers et elle l'explique aux autres. Il y a un peu ce côté, c'est une élue, mais les raisons sont tellement légitimes de pourquoi c'est une élue qu'en fait ça en devient, enfin ça passe comme une lettre à la poste. Et pourtant je sais, vous le savez, je déteste les tropes de l'élu à la Harry Potter, ça me casse les couilles. Mais là, c'est vrai que ça passe super bien parce que du coup il y a des raisons de pourquoi et c'est hyper légitime. Du coup j'adore cette manière-là de faire les intrigues parce que c'est la même chose à chaque fois. Quasiment. Bref, je vous en parle pas plus, je me suis déjà assez étendue sur le sujet, de toute façon vous verrez le tome 1 très très bientôt et je pense que les tomes d'après vont suivre, je vais pas relire celui-là, ce serait bête, mais c'est vrai que le tome 3 ça doit faire 1 an, voire 2 que je l'ai lu, donc bon, je vais les enchaîner assez vite. On va continuer avec un petit jeunesse, Les Microsaures, le tome 1, Le secret des dinosaures de Pénélope Plessis chez Albin Michel. On va suivre Joey, qui est là. Elle vit dans une famille de paléontologues, son papa est paléontologue, son grand-oncle est paléontologue, et elle s'en passionne depuis toujours, elle adore les dinosaures. Et un jour, alors qu'elle rejoint son père à son travail, qui travaille au British Museum, on est à Londres, en plus en période de Noël, donc c'était vraiment sympa à lire au mois de décembre. Et un jour, son grand-oncle en fait va envoyer à son père un fossile extrêmement rare, il s'agit d'un Dracorex. Alors, l'autrice le précise, les Dracorex, on ne sait pas si c'est juste des jeunes Pachycephalosaurus. On ne sait pas, en fait c'est un petit peu comme, attention passion de dinosaure qui va arriver sur moi, c'est un peu comme les Triceratops, enfin il y a, je crois que c'est les Taurosaures, quelque chose comme ça. On ne sait pas en fait si c'est des jeunes Triceratops ou si c'est une autre espèce qui s'apparente aux Triceratops. Donc c'est un peu la même chose avec les Dracorex, elle le précise qu'elle appelle ça Dracorex parce que c'est destiné aux enfants et que c'est plus simple à dire que Pachycephalosaurus. La preuve, je l'ai oublié moi-même alors que j'adore les dinosaures et voilà. Et d'ailleurs, j'ai une petite dédicace de l'autrice, je viens de la relire en cherchant l'info. Voilà, avec un petit tri-tri, regardez comme il est beau. J'adore les dinosaures, vraiment c'est une passion dévorante pour le coup. Et donc Joey, elle va découvrir, pour elle c'est incroyable, un dinosaure fossilisé, ça veut dire qu'on peut récupérer de l'ADN, comme dans Jurassic Park. Parce que du coup, le fait d'être fossilisé, momifié, pardon, je sais pas si je dis momifié depuis le début, mais c'est momifié. C'est-à-dire que quand vous êtes momifié, la chair et tout ça ne quitte pas vos os, elle fait que sécher sur les os. Et donc c'est beaucoup plus simple de récupérer de l'ADN parce que du coup il n'y a pas que des ossements, il y a aussi de la chair qui c'est juste compacté et compressé en séchant quoi. Mais par exemple les momies d'Égypte, on peut récupérer de l'ADN, pourquoi? Parce que la chair a juste séché. Elle s'est pas décomposée. Sauf que, donc ils vont la surnommer Marie, ce Dracorex fossilisé, sauf que ce Dracorex va être volé.
Joey est absolument scandalisée, elle va d'ailleurs essayer de mener sa petite enquête, son père va l'engueuler parce que... comment dire qu'elle fait énormément de conneries parce qu'elle est très aventurière, elle est au collège, je crois que c'est une préado on va dire, elle doit avoir 12-13 ans. Elle est au collège mais ça se passe un peu mal parce qu'elle fait pas mal de conneries, elle arrive toujours un peu en retard et puis surtout elle se met dans des histoires pas possibles parce qu'elle a une soif d'aventure incroyable. Et avec ses deux meilleurs amis, alors lui c'est Siméon, il me fait mourir de rire parce qu'il a toujours peur de tout, enfin on en parlera après, mais il a toujours peur de se faire attraper, il a toujours peur de se faire engueuler, il a toujours peur limite de finir en prison, et son amie, comment elle s'appelle elle, Maggie je crois, et elle par contre elle est toujours enthousiaste et elle adore suivre Joey dans ses histoires rocambolesques, vraiment c'est très très drôle à suivre. Et un jour, Lord Neville, donc qui est celui qui vient de racheter le British Museum pour être une espèce de mécène, en fait va annoncer qu'il a réussi à développer des mini-dinosaures comme animaux de compagnie grâce, alors il le dit pas vraiment mais grâce à cette momie, c'est lui qui l'a dérobée. Et en fait Joey et les collègues de son père et son père vont trouver ça absolument dégueulasse d'un point de vue purement eugéniste, c'est-à-dire qu'ils ont tellement modifié les gènes des dinosaures qu'ils ont fait des micro-dinosaures de compagnie. Et du coup ça va donner lieu à plein d'aventures avec Joey et ses deux amis ainsi que son oncle, enfin voilà, va vraiment y avoir un gros bordel. Alors le récit est entrecoupé d'espèces, je vais vous montrer, parce qu'il y en a un dès le début, d'espèces d'enregistrements en fait. Vous voyez, il y a des espèces d'enregistrements en fait et on comprend pas qui est cette personne. On l'appelle, enfin il est appelé Dr Walsh dès le début, dès le prologue en fait. Et je pense qu'il faudrait lire le tome 2, c'est une duologie donc je pense que ce sera dans le tome 2, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas qui est cet homme et qu'est-ce qu'il vient faire en fait à l'intérieur de l'histoire. Et c'est assez intéressant parce que du coup ça entrecoupe souvent le récit pour nous éclairer sur ce qui se passe, mais en même temps on comprend pas trop qui il est, donc c'est quand même vachement sympa. Et puis voilà, je peux pas vous en dire plus parce que vous vous doutez, vu la taille, je vais pas commencer à vous spoiler, ce serait un petit peu terrible pour vous, je vais vous éviter ce supplice de vous faire spoiler. On commence comme d'habitude par l'univers, sachez que j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture déjà parce que ça parle de dinosaures et puis en plus parce qu'elle est vraiment sympa, elle est hyper rythmée donc c'est hyper intéressant. En termes d'univers, j'ai adoré le fait qu'on ne débarque pas dans un univers où les microsaures c'est déjà quelque chose d'acquis. C'est-à-dire que là, on voit toute la création qui a mené à l'apparition des microsaures et je trouve ça hyper intéressant parce que je m'attendais à l'inverse, je m'attendais à les microsaures c'est acquis et ils vont juste vivre des aventures autour de ça. Et ben non, les microsaures c'est pas acquis et justement c'est dans ce tome-là qu'ils arrivent et je trouve ça hyper intéressant. Et en plus de ça, le fait qu'on parle énormément vraiment de paléontologie pure et dure parce que Joey est passionnée par ça et elle est entourée de gens qui le sont aussi et qui en font même fait leur métier. Et donc c'est hyper intéressant. Parce que du coup on nous parle de l'ADN, on nous parle de la momification, la fossilisation, les différents types de dinosaures, etc. J'ai adoré. J'adore les dinosaures, je vous l'ai déjà dit. Je suis assez rencardée sur le sujet même s'il me manque énormément de connaissances et je trouve ça très bête parce que j'aime tellement ça que voilà. Mais du coup il est vrai que je m'y connais beaucoup et le fait d'avoir des allusions à ça de temps en temps c'était vraiment hyper plaisant. C'est ce à quoi je m'attendais sur un livre qui parle de paléontologie et voilà qui se déroule dans un musée quoi tout simplement. En termes de personnages, je suis vraiment pas longue mais vous avez vu la taille du roman, je sais pas quoi vous dire qui ne vous spoile pas sur... il fait même pas 300 je crois. En termes de personnages, j'ai beaucoup aimé Joey dans son côté très intrépide et très déterminé, mais c'est vrai que après c'est une préado donc en même temps voilà. Mais avec mes yeux d'adulte, certaines décisions je me dis mais dans quel bourbier t'es allé te foutre. Moi je suis un peu Siméon, on va pas se mentir. C'est peut-être le fait d'être adulte qui fait ça. Et c'est même beaucoup le fait d'être adulte qui fait que ça joue. Ça m'a quand même un petit peu freinée pour vraiment adorer Joey. Après je me remets en tête que c'est écrit pour les enfants et que c'est une enfant, c'est censé être une enfant donc c'est assez normal on va dire. Et j'ai un peu moins aimé le fait qu'il y ait très peu de personnages secondaires et qu'ils soient très peu... Alors le fait qu'il y en ait très peu c'est intéressant, mais le fait qu'ils soient tous très peu développés c'est quand même vachement... C'est du jeunesse, donc après je me remets en tête que c'est du jeunesse, il fait 300 pages, il y a une suite, s'il faut ils seront hyper beaucoup développés dans le tome 2, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je suis assez déçue je suis assez déçue qu'on nous en a pas parlé plus en fait, tout simplement parce que vraiment j'aime beaucoup les personnages secondaires, ça apporte toujours quelque chose à l'histoire. En vrai, à part elle, on la voit jamais, à part lui et les collègues autour de son père et les collègues, enfin les gens autour de l'affaire, on voit personne.
Donc c'est vrai que c'est assez dommage, et même si Méo reste très très peu développé au final, donc c'est quand même dommage. J'espère que ce sera mieux dans le tome 2 tout simplement, qui sort fin janvier. D'ailleurs j'ai regardé la dernière fois. Et en termes d'intrigue, vous vous en doutez, je vous l'ai dit, j'adore les dinosaures, donc j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé, vous le savez, j'adore les dinosaures. J'ai adoré le fait qu'il y ait déjà les magouilles des grands financiers derrière les microsaures, c'était hyper intéressant. Et ça reste aussi, ça a beau être très intéressant en termes, enfin d'un point de vue d'adulte, ça reste quand même assez bien... assez simplifié en fait pour un enfant qui comprend pas forcément les rouages du monde, etc. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que Joey, elle ait une dévotion sans borne pour les dinosaures, mais vraiment, ça a beau être des créatures disparues, elle en a rien à faire, elle fonce au combat, elle est là quand faut y aller. Les énigmes aussi, parce que c'est clairement une enquête, c'est qui a volé Marie, le premier, le momifié là, qu'est-ce qu'ils en ont fait, c'est quoi les microsaures, qu'est-ce qui se passe en fait dans le musée, parce qu'il se rend compte qu'il y a des magouilles au sein du musée, donc vraiment c'était hyper intéressant, ça faisait un peu enquête policière. En plus on est dans le Londres de Noël, parce que vraiment ça se passe autour de Noël, hiver, etc. Je l'ai lu le 17 décembre, donc comment vous dire que j'étais en plein dedans. Et vraiment c'était hyper intéressant aussi pour Noël, hein, clairement, on va pas se mentir. Et je vais vous reparler du mystérieux professeur. On ne sait pas qui il est, on ne connaît pas ses implications dans l'histoire, mais on a juste qu'une envie, c'est de le découvrir, surtout que le livre se clôt sur une intervention de ce fameux docteur, professeur, etc. Et qu'on ne sait vraiment pas ce qui se passe, et qu'on ne comprend pas tout. On comprend quand même, hein, voilà, on ne nous laisse pas dans le flou complet, mais on ne comprend pas tout, et j'ai trop hâte de comprendre tout, en fait, tout simplement, j'ai vraiment trop hâte. Du coup voilà, le tome 2 sort très bientôt, très bonne lecture que je conseille aux fans de dinosaures, petits et grands, même pour un adulte ça passe très bien, ça fait pas trop jeunesse non plus. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, moi je vous dis à très bientôt, j'espère qu'elle vous aura plu bien entendu, donc je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bons cours, bonnes révisions, bons examens, bon travail, bon chômage, bon bras, des bonnes lectures en général bien entendu, et je vous fais plein de bisous. Ciao!